Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 10 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer une nouvelle évasion dans chaque épisode. Aujourd'hui les rêveurs, nous allons survoler ensemble les mystères du temps et tenter ensemble aussi d'illustrer pourquoi la patience semble s'imposer naturellement comme la clé de voûte du chemin spirituel. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment mon livre manifeste Moving Life, disponible dès aujourd'hui en version papier ou numérique sur notre site web au www.blondo-themovinglife.com. Et le second outil, c'est le guide gratuit anti-routine que vous pouvez lui aussi télécharger directement sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil à ces deux créations après votre écoute et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez évidemment pas à me les soumettre. Car c'est bien grâce à l'énergie de chacun d'entre nous que nous pourrons avancer et créer tous ensemble. J'ai aussi aujourd'hui une requête à vous soumettre les rêveurs. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez ce que vous y vivez et si le cœur vous en dit, j'aimerais tout simplement vous inviter à le partager et à le diffuser. Absent des médias sociaux pour une durée indéterminée, c'est donc seulement grâce à vous et vous seuls qui m'écoutez que le podcast pourra continuer de grandir et d'évoluer. Alors merci d'avance les rêveurs, du fond du cœur. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Nous allons une fois de plus voyager ensemble au cœur d'un de mes souvenirs. Le souvenir d'un moment particulièrement stressant au départ de la ville qui ne dort jamais, Hanoï, Vietnam. Je me servirai ensuite de ce récit pour démontrer que la patience est un état naturel auquel nous avons le devoir de nous reconnecter. Et pour finir, je tenterai d'illustrer la relation étroite entre le courage et la patience comme levier d'ascension vers le chemin spirituel. Alors c'est parti les rêveurs, je vous invite maintenant à brancher votre casque audio, à prendre 3 belles et profondes inspirations et commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Aujourd'hui les rêveurs, j'avais envie de monter en puissance. D'ordinaire souple et léger, je vais tenter cette fois-ci de vous immerger dans une troublante intensité. Celle d'une ville, d'un point de départ, mais aussi d'une arrivée. Hanoï, la folie urbaine. Vous avez entendu les 3 gongs à la fin de l'introduction musicale. Ces 3 gongs pourraient tout simplement correspondre au battement de nos cœurs à notre arrivée à Hanoï. La violence du contraste, la plongée dans un univers auquel nous n'étions pas vraiment préparés. Après 10 jours dans la douceur et le calme du nord du Laos, des heures d'attente interminables à l'aéroport et 1 heure d'avion, nous chutions à nouveau dans une atmosphère urbaine intense et lourde. Sur fond de mousson, nous avions pris de plein fouet l'énergie de la ville comme un pilote de chasse se prend des jets en traversant le mur du son. 3 gongs, 3 sauts, 3 claques dans le corps, le cœur et l'esprit pour remettre les pendules à zéro et plonger dans l'inconnu. Lové à l'arrière d'un taxi, nous fonçons fenêtre baissée à travers la circulation frénétique de la ville. Le crépuscule est tombé et nos yeux brillent sous le feu des millions de lumières qui grésillent et clignotent tout autour de nous. Pareil à des lucioles au cœur d'une nuit sombre, elles nous enchantent et nous aveuglent à la fois. Nichés au milieu d'une rue angoissante encore inondée par la dernière averse, nous découvrons alors la porte d'entrée de notre auberge qui illumine le quartier comme un diamant au milieu d'un tas de charbon. En regard des dernières heures écoulées, ce faisceau lumineux synthétique ressemble aux portes du paradis, et c'est comme au cœur d'un cocon bienveillant que nous entrons de ce qui serait notre refuge pour les 3 prochains jours. Au lendemain matin, nous découvrons avec délectation une toute autre ambiance. La rue grouille de vie, de musique, d'odeur. En quelques secondes, les sensations de notre arrivée de la veille se sont estompées pour laisser place de nouveau à cette envie insatiable d'explorer.
Tout y est, la vie, les couleurs, l'énergie. On déambule dans le quartier comme à la recherche d'un trésor. Chaque coin, chaque boutique, chaque restaurant offrant son lot de surprises. Métalleux, menuisiers, brocanteurs, des banh mi et des bunchas à tous les coins de rue. Ça sent bon les herbes fraîches, la menthe et les grillades. Autour de tout ça, de grandes avenues, saturées, encombrées, polluées, envahies par des milliers de scooters. Littéralement, des milliers, des millions. Ici, pour traverser une rue, c'est un peu la roulette russe. Une fois le pied sur la chaussée, s'arrêter, c'est se mettre en danger. Un conseil, foncez, droit devant sans vous retourner et demandez à votre ange gardien de vous aider. On dit qu'il y a au moins un scooter par foyer à Hanoï, pour ne pas dire par habitant. Hanoï, la ville qui ne dort jamais, n'a pas démérité sa réputation. Je pourrais vous parler très longuement de ces quelques jours à Hanoï, cette ville qui nous a tant marqués et charmés pour sa diversité et son effervescence. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vous disais en préambule justement que c'était le lieu d'une arrivée, oui, mais c'était surtout celui d'un départ. Un départ gravé, un départ atypique et risqué, un départ initiatique. 3 jours plus tard, justement, c'était déjà l'heure du départ. Il est encore très tôt lorsque nous quittons la chambre pour rejoindre le lobby. Nos sacs sur le dos et la poitrine, nous attendons sagement sur le pas de l'auberge la navette censée venir nous récupérer pour rejoindre la gare routière. L'air est encore frais, nos corps sont légers, mais les cœurs sont lourds et les esprits tourmentés. Nous vivons une nouvelle fois ce que nous expérimentions depuis maintenant plusieurs semaines, un départ prématuré. Pas vraiment encore acclimaté à ce lieu, cette ville, cette énergie, que nous devions déjà la quitter. Un mélange d'excitation et de frustration. Alors c'était notre choix, ça, bouger souvent, tout le temps. On n'avait simplement pas prévu cette fatigue. Une fatigue qui commençait doucement à nous rappeler, à nous envahir et nous inviter à nous arrêter, à être et à respirer. C'est d'ailleurs dans ces premiers instants de fatigue qu'une toute autre manière de voyager a commencé à germer dans nos esprits. L'idée d'un voyage plus lent, un voyage plus conscient, incertain, imprévu et riche en enseignements, à l'image de la vie finalement. Car planifier son voyage, ce n'est plus vraiment voyager, c'est simplement se déplacer d'un point A à un point B. Comme lorsqu'on sort d'un rêve profond, c'est avec stupéfaction que nous avons découvert notre navette. Elle semblait frêle et légère. En réalité, ce n'était pas une navette, mais un scooter. Interrogation, réflexion, on aurait pu rester de longues minutes à se regarder interloqués, mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté du chauffeur. Bien décidé à partir dans la foulée, il mit le sac de 12 kilos de Nadia sur le guidon, l'invita ensuite à s'asseoir derrière lui, à mettre ensuite son autre sac dans son dos, et c'est sans avoir le temps d'exprimer la moindre inquiétude que j'ai vu Nadia disparaître dans la circulation. Nos derniers regards étaient intenses, je vais être franc à cet instant, j'avais peur. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Oui, l'embarcation était un peu insensée, mais on commençait vraiment à être habitué à ça. Il faut simplement avoir le cœur bien accroché, et a priori tout devrait bien se passer. Non, ce qui me faisait peur, là maintenant, c'était le temps. Dans combien de temps retrouverai-je Nadia? Car c'est moi qui ai notre unique téléphone. Je ne sais pas où est la gare routière, et je ne sais pas dans combien de temps le chauffeur reviendrait potentiellement me prendre. D'ailleurs, je savais même pas qui était ce chauffeur. Il était sorti de nulle part et ne parlait absolument pas anglais, donc on ne pouvait pas communiquer. Il fallait me rendre à l'évidence, j'étais seul. Après 6 semaines à vivre littéralement chaque seconde de chaque jour ensemble avec Nadia, cette séparation semblait être une épreuve offerte par la vie. Aucun contrôle, aucune vision, il allait falloir faire preuve de patience et de foi car durant ce laps de temps, tout serait incertain. Tout serait à la merci de la vie. Il ne nous restait plus qu'à lui faire confiance. Car finalement, pourquoi projeter une réalité qui n'est pas encore arrivée et ne le sera peut-être jamais? Alors certes, je n'avais malheureusement pas cette conscience et cette lecture de la vie à l'époque, et je dois dire que j'aurais bien aimé. Car comme toujours, il n'y avait vraiment pas de quoi se préoccuper. Seulement 30 minutes après, j'embarquais moi aussi sur un scooter, au cœur de cette circulation inimitable et endiablée. En arrivant à la gare routière, j'ai pu retrouver Nadia avec soulagement qui avait pour ainsi dire vécu la même aventure. C'est d'ailleurs toujours très intéressant de sentir que 60 minutes d'une vie peuvent être aussi intenses et palpitantes.
L'évasion, l'aventure, l'exploration ne dépendent définitivement pas de la destination, mais bien de l'authenticité de nos intentions et de nos émotions. Tout se joue dans l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit. Une profonde intention révèle nos plus sincères émotions et nous fait vivre et ressentir pleinement l'action. Maintenant prêts à monter dans le bus couchette, nos sacs sont placés dans la soute. Et une fois montés, c'est une nouvelle stupéfaction. Le bus est séparé en 3 rangées formées de ce qui, sur l'instant, me faisait clairement penser à des sarcophages. De curieuses coquilles en plastique injectées à l'échelle humaine se succèdent les unes derrière les autres et se superposent légèrement comme une rangée de dominos que l'on aurait fait tomber. Une fois glissés dans votre coquille, vos pieds sont littéralement au niveau de la nuque de celui ou celle qui est devant vous. Alors honnêtement, c'est vrai que c'est assez troublant au premier abord, mais le designer qui était en moi à l'époque, y trouvait là un bel exemple d'optimisation de l'espace. Répartis sur 2 hauteurs, il y a également des néons aveuglants bleus et roses au plafond qui n'annoncent rien de bon quant à l'ambiance musicale du bus. Ceux qui ont voyagé en transport en commun en Asie du Sud-Est savent très bien de quoi je parle. Qui dit bus commun dit souvent chauffeur en roue libre, musique à fond et bien souvent même karaoké. Autant vous dire qu'on ne s'attendait pas spécialement à se reposer, mais contre toute attente, le premier trajet jusqu'à Hoi An fut assez rapide. Nadia et moi étions l'un au-dessus de l'autre, on pouvait se parler, s'échanger des affaires, et nos sarcophages, pour le coup, ils étaient vraiment confortables et la température était elle aussi très agréable. Je pense que c'était finalement de loin le transport le plus qualitatif depuis le début de l'aventure. Partant de là, on ne s'est donc pas inquiété des 24 heures qui nous attendaient ensuite. Car 2 jours plus tard, nous quittions cette fois-ci Hoi An dans les mêmes conditions pour rallier cette fois-ci Saigon ou de son nouveau nom, Ho Chi Minh. « 24 heures de bus, cette fois-ci, nous attendaient. Et rien que l'évoquer n'est pas anodin. 24 heures de route, un seul arrêt et rien à manger. Le premier trajet s'est lui aussi très bien passé. Nous étions cette fois-ci l'un derrière l'autre dans un bus déjà bondé. En fin de journée, au moment de changer de chauffeur, on nous a également demandé de ramasser nos affaires et de sortir du bus. En fait, on devait changer de bus. Lâché au beau milieu de nulle part sans aucune autre information ni indication que d'attendre, eh bien, nous avons sagement patienté. Que pouvions-nous faire de plus ? Rien. Il fallait accepter notre condition et encore une fois faire preuve de patience. Depuis le départ du premier bus, nous avons été rejoints par d'innombrables personnes, tellement que l'on imagine à cet instant précis difficilement pouvoir tous rentrer dans le suivant. À l'arrivée du second bus, le ton du chauffeur est beaucoup moins cordial que dans le premier. Il est même, pour ainsi dire, quasiment despotique. Les sacs sont pris en main avec malveillance et jetés dans la soute. Nous sommes bousculés, séparés, et tandis que Nadia a le droit de s'asseoir dans un sarcophage... C'est vrai que dit comme ça c'est bizarre, mais appelons-les comme ça, de toute façon définitivement ça ressemble à des sarcophages. De mon côté, je suis sommé de me diriger vers ce que j'ai appelé finalement la banquette commune arrière. Une banquette 3 places sur laquelle sont déjà étendus 4 hommes dont 2 géants, littéralement, qui ne rentrent pas en fait dans cette banquette. C'est tout. Je me retourne donc vers le placeur et lui explique qu'à première vue, il n'y a pas vraiment de place pour moi là-bas. C'est une banquette pour 3, ils sont déjà 4 et ils sont déjà trop grands pour être sur cette banquette. C'est alors qu'il me pousse avec violence vers le fond, m'expliquant que je bloque tout le monde et le bon déroulement du placement, et que si je suis pas content, j'ai qu'à descendre, en fait, du bus. De nature tendre et bienveillante, et seulement sous l'effet des 12 heures de bus déjà passées, je sentis en moi les larmes monter, vraiment. Des larmes de tristesse, mais aussi de colère. Que faire ? Que faire dans cette situation ? Que faire si ce n'est me résigner ? À cet instant, je me sentais trompé, isolé et bafoué. Mais j'avais pas le choix. Je devais aller là-bas, sinon, on devait sortir tous les deux et on serait resté au milieu de nulle part sans pouvoir rien faire. Alors j'ai pris mon mal en patience, comme on dit, et après avoir réussi à me glisser tant bien que mal entre 2 autres personnes sur la banquette, je me retrouve sur le dos, les bras croisés sur le dessus de mon buste, comme une momie.
Pourquoi j'ai cette position d'ailleurs, vous allez me demander? Mais c'est qu'on est tellement serré que je peux même pas laisser mes bras tomber le long de mon corps. Si j'étends mes bras, ils vont se poser littéralement sur mes deux voisins, alors pour essayer de garder un minimum d'intimité, j'ai préféré les croiser. À cet instant précis, il est 20h et le seul et unique arrêt sera demain matin à 6h. Je vais donc devoir rester sur le dos sans pouvoir bouger pendant 10 heures. 10 heures sans pouvoir me tourner, sans pouvoir lire, sans pouvoir manger, sans pouvoir dormir aussi, à n'en pas douter. 10 heures d'affilée avec pour seul compagnon de voyage les néons du plafond qui m'auront sans aucun doute brûlé la cornée d'ici la fin de la journée. Non vraiment, à cet instant précis, je sentais que la nuit allait vraiment être difficile. Puis après quelques minutes, peut-être même 1 heure, je sais plus, j'ai compris. Mettant de côté tout ressentiment mal placé et ce quel que soit le présent de ma situation, j'avais malgré tout de la chance d'être ici en train de vivre cette aventure au bout du monde, entouré de gens inconnus dans un pays inconnu et sur le point de vivre une expérience inconnue. Car que faire les rêveurs? Que faire de ce temps a priori perdu? Que faire de ces 10 heures sans aucune distraction? Que faire de ces 10 heures durant lesquelles je n'allais avoir aucune interaction? Mon corps physique coincé, mon cœur encore un peu blessé, j'allais devoir me recentrer et trouver le moyen de vagabonder. Dans mon esprit, dans une autre réalité. À l'image d'une méditation prolongée, j'allais devoir explorer les limites de ma conscience et trouver en moi le courage et la patience de comprendre cette situation, de lui trouver du sens et des vertus. Perdu au milieu d'un sentiment inconnu, j'allais sans l'avoir prémédité découvrir la clé de voûte de ce que serait aujourd'hui ma spiritualité. Et voilà les rêveurs, c'est ici que s'achève mon récit pour cet épisode, et j'espère sincèrement avoir réussi à vous y projeter avec le plus d'authenticité possible. Une fois n'est pas coutume, vous l'avez compris, le fond de sujet, il arrive plutôt sur la fin du récit. Alors pourquoi? Je sais pas. Sûrement parce que j'aime raconter des histoires avant tout, et peut-être aussi parce que l'enseignement ne se trouve pas forcément dans le dénouement, mais dans tout ce qui se joue avant. Prenez toujours grand soin d'embrasser votre réalité dans sa globalité. Retracez le chemin passé, repérez les indices qui peuvent s'y cacher. Car comme dit l'adage, le temps n'est qu'un fleuve dont notre passé est la source. Alors prendre le temps de regarder où l'on est, selon moi, c'est déjà commencer à vivre et voir la vie en conscience, c'est déjà commencer à embrasser sa spiritualité. Et dans le cadre de l'histoire que je viens de vous raconter, je trouvais nettement plus intéressant de vous raconter justement ce que j'y ai trouvé plutôt que la souffrance que j'y ai ressentie. Je préférais vous illustrer la lumière plutôt que la frustration ou la colère. Car je vais pas vous mentir, durant ces quelques heures, je me sentais littéralement prisonnier. Prisonnier de ma condition, de la situation, prisonnier de mon mental et de mes pensées. Et oui, c'est vrai, en un sens, il m'a fallu du courage pour l'encaisser. Pour me recentrer à chaque fois que j'étais en train de craquer, respirer et tenter de méditer pour m'échapper et explorer tout ce que je pouvais. Et au fur et à mesure du temps, justement, à force de faire ça, les heures passant, j'ai fini par voir un schéma se dessiner. J'ai commencé à sentir une émotion se réveiller. Comme si ce que je vivais là présentement devait m'aider à conscientiser et formuler une idée précise. Une idée selon laquelle un des principaux problèmes de notre monde tel qu'il est encore aujourd'hui projeté serait justement l'absence de patience et notre rapport au temps. Sans patience, il n'y a plus d'écoute. Et sans écoute, on ne peut faire preuve d'empathie, de compassion ni de compréhension. Tout semblait lié, tout semblait remonter à cet état de fait. En l'absence de patience, on perd pied et on se dérobe, en fait, à notre réalité.
Alors cette affirmation, elle semble totale, mais ça me permet aussi d'insister à nouveau sur le fait que tout ce que je vous partage n'est que l'expression de ma vérité et n'a absolument aucune valeur péremptoire. C'est à vous de voir et de sentir ce qui vous parle, c'est aussi ça la patience. Se donner le droit d'écouter une information sans pour autant la traiter instantanément. Car être patient, ce n'est pas seulement faire preuve d'écoute et accepter sa réalité, c'est encore plus rudimentaire et primaire que ça pour moi. Être patient, c'est s'offrir justement de la présence, c'est prendre le temps d'être, et c'est aussi s'offrir l'opportunité de la vacuité de l'esprit. Car l'esprit, une fois libéré de ce qui l'empêche de s'évader, peut enfin se reconnecter à sa nature profonde, retrouver la voix du cœur et accepter ce qui est. Finalement, emprunter le chemin spirituel, c'est en quelque sorte reprendre le pouvoir. Ni sur quelque chose, ni sur autrui, mais sur le temps. Ce temps qui semble nous limiter, nous restreindre et nous contraindre. Être patient, c'est s'offrir l'opportunité de laisser notre esprit vagabonder et au final d'emmener au passage notre corps et notre cœur dans la foulée. Être patient, c'est s'abstraire du temps tel qu'on a tenté de nous l'inculquer. Car comme je l'explique très longuement dans mon livre Moving Life, si on s'abstrait du temps tel qu'on le connaît, ce n'est plus un facteur, ce n'est plus une donnée, le temps devient une émotion, le temps devient une matière à modeler. Comme le courant d'eau d'une rivière, on ne sent plus le temps qui passe, on le voit simplement couler, tendrement, sûrement. On le voit vibrer, on le voit osciller, on le voit œuvrer pour nous, notre chemin et notre vérité. Car le temps, les rêveurs, le temps, c'est la clé. Et encore une fois, j'en parle très longuement dans la 3e partie de mon livre, justement, qui est dédié à la résilience. Parce que lorsqu'on est dans une vie urbaine où tout est réglé et minuté, notre relation au temps, elle est biaisée et littéralement coupée de nos besoins naturels. L'attente d'un métro, par exemple, 10 minutes peut nous exaspérer. Une file de 3 personnes à la caisse d'un marché, c'est pareil, on peut s'énerver pour quelques minutes d'attente. À l'inverse, un retard de 5 minutes au travail et c'est une tache noire sur votre dossier. Non, tout ça vraiment n'a absolument rien de naturel. Notre relation au temps n'a plus rien de naturel et ne laisse peu ou plus de place à ce qui, comme je le vous disais juste avant, semble essentiel pour emprunter un chemin spirituel, conscient et vivant, la patience. Cette relation au temps que l'on a ne laisse pas de place à la patience. Et les avantages d'un voyage en sac à dos, croyez-moi, c'est que ça déconstruit totalement cette réalité. Ça déconstruit cette croyance erronée. Après plusieurs semaines, ce qui nous aurait semblé en France être une éternité était devenu la normalité. Attendre un bus 3 heures, attendre le soleil se lever, se coucher, attendre la fin de la pluie, attendre, patienter, écouter le vide se créer. Après plusieurs semaines de baroud en sac à dos, vous travaillez votre patience, vous l'ancrez dans votre nouvelle réalité. C'est comme apprendre une nouvelle langue, rien de tel que de s'y confronter sans en avoir le choix. Il faut s'y plonger pleinement sans retenue ni limite. Car l'impatience n'est ni plus ni moins que la réponse à l'agressivité du monde. Elle est le témoignage d'une colère profonde, d'une frustration, d'une blessure. C'est même l'expression d'un rejet, conscient ou inconscient, de sa nature profonde. Ceci dit, le but n'est pas de tendre à la perfection. Encore une fois, comme je l'ai prouvé dans l'épisode 9, rien ni personne n'est infaillible et ce n'est pas parce qu'on embrasse son chemin spirituel, la voie de la conscience et de la bienveillance, qu'on doit tout le temps faire preuve de patience. Parfois, une goutte fera déborder le vase et il faudra l'accepter. Et surtout pas se flageller. Il faudra la comprendre et la diluer avec résilience. Car la patience, elle s'acquiert, la patience se travaille. Ce n'est pas forcément un tempérament inné, loin de là. C'est un état d'être qui évolue en fonction de votre regard sur la vie et de votre abnégation, de votre abandon à l'instant présent. La patience, c'est une histoire de confiance, de foi et de lâcher-prise. En y regardant de plus près, j'oserais même dire que c'est une forme de méditation. Faire preuve de patience face à un imprévu, une embûche, une problématique, c'est accepter sa condition et son interrelation avec ce qui se joue autour de nous. C'est avoir le courage de comprendre que tout est imbriqué, juste et planifié. Faire preuve de patience, c'est avoir le courage de faire confiance à sa destinée. Rien n'est le fruit d'une erreur. Le hasard ne peut exister dans un monde où tout est interrelié. Une relation de causalité. Et en vous exprimant cette idée, je ne peux m'empêcher de penser d'ailleurs à ces mots que l'on a eu de cesse de me répéter lorsque je parlais justement de notre vie et de notre marginalité.
on me parlait de courage, tout le temps. Il faut vraiment du courage pour vivre la vie que vous menez, il faut du courage pour tout quitter comme vous l'avez fait, pour tout recommencer. Il faut du courage pour se réinventer année après année, il faut du courage. Et en un sens, c'est vrai, oui. Mais curieusement, moi je répondais systématiquement qu'il ne s'agissait pas pour moi de courage, mais de choix et de foi. Car j'avais pas du tout l'impression d'être courageux. Nous n'avions pas l'impression d'être courageux. On voulait simplement vivre notre vie comme on l'entendait, sans limite ni barrière, et ce, quels qu'en soient les sacrifices. On voulait vivre, oui, une vie en marge du monde, on voulait une vie libre. Et ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'une fois de plus, je m'étais un peu trompé. Ou disons plutôt que je m'étais égaré dans ma propre croyance. Une croyance qui, comme c'est le cas bien souvent, avait fini elle aussi par me limiter. Car ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le courage qui se traduit à travers notre état d'être à nous, là, présentement, notre mode de pensée, notre mode de vie, ça se trouve pas dans les actions que l'on fait. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est courageux, ni même le choix finalement. Car faire le choix de voyager, de quitter une vie urbaine, de vivre dans une cabane dans le bois, dans un van, sur un voilier ou dans un bus scolaire aménagé, c'est pas être courageux. C'est simplement oser entreprendre la réalisation de ses rêves. C'est laisser parler sa nature profonde. C'est laisser s'exprimer la voix du cœur, celle de son enfant intérieur. Oser projeter la vie que l'on rêve, c'est pas être courageux, c'est être conscient. C'est être patient envers soi-même et la vie, c'est être, tout simplement. Alors voilà les rêveurs, je ne sais pas si je vous ai vraiment tout dit, entre guillemets, de ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Mais je finirai avec une affirmation qui me fait littéralement vibrer. Et encore une fois, j'insiste pour vous dire qu'il ne s'agit là que de ma vérité, et je ne saurais vous l'imposer, seulement vous la proposer. Pour moi, le courage de suivre sa voie ne se traduit définitivement pas dans l'acte en lui-même, mais dans l'attente qui lui succède. Il réside pour moi dans cette foi qui nous pousse à ressentir que chaque choix que l'on fait sert un dessein plus grand. Le rêve d'une vie, une mission, un chemin, le nôtre, le sien. Il réside dans la patience qui nous permet de croire. Avoir la patience de croire que chaque pas est juste, même lorsqu'il est douloureux, c'est ça qui est pour moi véritablement courageux. Et pour clôturer définitivement cette évasion, je finirai avec une citation de Paulo Coelho qui illustre à merveille ma propre vision. Les deux épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel, la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 10 sur la relation profonde entre le courage et la patience au cœur du chemin spirituel. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager ce moment d'évasion avec vous et j'espère avoir réussi à vous y immerger avec sincérité et authenticité. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, je vous invite maintenant à vous abonner et à partager cette création autour de vous. Car encore une fois, c'est bien grâce à vous et à votre énergie que notre message pourra se diffuser et se répandre de manière organique, avec bienveillance, cœur et amour. Je vous invite également à vous rendre sur notre site web pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images. Que ce soit toutes nos séries d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local. C'est vraiment très riche et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. On vous y dévoile également beaucoup de choses sur la conversion de notre autobus scolaire, ce projet de vie un peu fou dans lequel nous sommes actuellement depuis maintenant 2 ans.
Vous pourrez aussi découvrir le manifeste Moving Life, donc le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement et les programmes que je propose, ainsi qu'une page dédiée à notre histoire et comment nous en sommes arrivés là. Et pour finir, vous pourrez aussi découvrir une boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations, dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste Moving Life. N'hésitez également pas à rejoindre notre communauté sur le site web, c'est comme un réseau social, mais en mieux. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos comptes Instagram et Facebook. Il vous suffira pour ça de taper blondo.themovinglife. Et enfin, pour finir, je tenais à vous remercier de m'offrir ce temps pour vous parler. Et remerciez-vous, vous aussi, encore une fois, de vous être offert ce temps. Car toute expérience et quel que soit ce qu'on en retire, est bonne à prendre. Et surtout, n'oubliez pas, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves? Et si on s'évadait ensemble? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs, pour le prochain épisode. Ciao!